Les midis du festival, débats, rencontres. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravi de vous accueillir pour cette deuxième partie de nos midis consacrés à la composition aujourd'hui, où nous allons voir aujourd'hui cette question des parcours de compositeurs et de compositrices au XXIe siècle. Voilà, on va s'intéresser justement à la façon dont les enjeux compositionnels rejoignent ces questions qui traversent l'élection des trajectoires des compositeurs et comment est-ce que ces trajectoires de carrière répondent ou non à ces enjeux qu'ils rencontrent. So I'm delighted to welcome to this session of the Midi Festival dedicated to composition today, with a particular focus on the career paths of composers. What are the challenges of musical composition today, and how do composers' careers meet their expectations and their challenges? Donc, avec nous pour en parler, nous accueillons la compositrice Unsuk Chin, qui s'est notamment illustrée dans la composition de deux opéras, donc Alice in Wonderland en 2007, et puis très récemment, donc cette année, Die Dunkle Seite des Mondes. Donc elle a encadré la résidence de composition du festival cette année. Avec nous également la compositrice Sivan Eldar, dont l'opéra Donnant, est créé cette année au festival d'Aix-en-Provence, et dans le cadre donc d'un partenariat avec la fondation Luma Arles. Janis Susskind avec nous également, qui est directrice des éditions musicales Boozy & Oaks, et donc qui édite notamment la musique d'Unsuk Chin. Enfin, deux compositeurs et compositrices de la résidence de composition de l'Académie du festival cette année, Miles Walter et Tania Glinsner. Alors, cette session sera en français et en anglais, donc nous aurons l'avantage d'avoir Suzanne Canessa qui traduira également les interventions des intervenants tout au long de cette session. Alors, puisque nous parlons aujourd'hui de la relation entre les enjeux de la composition contemporaine et les trajectoires de carrière, je voudrais commencer par aborder la question de la formation, celle de la formation initiale à la composition, en conservatoire souvent, et celle des résidences, comme celle du Festival d'Aix-en-Provence, puisque ce type de résidence est très largement l'héritage des cours d'été de Darmstadt, qui, dans les années 50, ont vraiment créé une alternative internationale à la formation qui était dispensée pour les compositeurs dans les conservatoires. Alors, since we are discussing the relationship between the challenges of contemporary composition and career paths, I'd like to begin with the topic of training. First, initial training in conservatories, and second, residencies like the one at the Festival d'Aix. And these residencies are largely the legacy of Darmstadt summer courses, and which in the 1950s offered an international alternative to traditional conservatory training. And I was wondering, could you tell us how, from your perspective, long-term composition training connects with the short-term format of composition residences? Maybe Unsuk Chin, could you begin with? Yeah. Hello, everybody. Good morning. I'm really glad to be here and to work with these six young composers and with other people. And I think this kind of academy for young composers is a very nice addition to the training, long-term training at the conservatory or music college, because you can meet here other composers from different nationalities and different ages, and also different musical personalities, and also meet other composers like Christian Mason and Vito Girai, whom we invited.
and have discussion about all kind of questions. So we had last week individual lessons and also group sessions, and the young composers presented their works, and then every composer had different questions. So we had very open discussion. So it is a very useful and nice addition to the long-term training at the music college. Bonjour, je vous remercie. Je suis ravie d'être là et ça a été formidable d'accueillir donc 6 jeunes compositeurs à l'Académie. C'est quand même différent du travail que l'on fait dans les conservatoires. Ici, on peut rencontrer d'autres compositeurs de différents âges, de différentes personnalités, et on en discutait avec des invités précédents. Ce qui est vraiment important ici, c'est la question de la discussion, donc des questions qu'on peut se poser les uns les autres, et puis les différents formats que permettent l'Académie, les leçons individuelles, mais aussi donc les sessions de groupe qui nous permettent d'échanger et d'inventer en tout cas l'enseignement autrement. Peut-être pourriez-vous, Sivan Eldar, rebondir sur ce que dit Unsuk Chin. Comment est-ce que vous envisagez cette question de l'interaction entre l'enseignement long terme, les questions techniques qui se posent, et celles qui se posent justement dans une académie, comme celle du Festival d'Aix Merci. Je parle en français ou en anglais? C'est ça la grande question. En français. Mais il y a peut-être des gens dans le... Bon, français? Ok, je vais parler en français. Je préfère en anglais. Moi, je suis totalement d'accord avec Unsuk Chin et ça qu'elle a dit sur le côté long terme, court terme, parce que pour moi, je peux dire que l'Académie, moi j'ai fait l'Académie d'Aix-en-Provence à l'époque, dans l'époque de Bernard Faucroul. Et ça qui est toujours intéressant, c'est les côtés aussi diversité qui est très important pour les académies, parce que c'est l'opportunité de rencontrer des gens qui ne sont pas que des compositeurs qui viennent de la même formation, le même type de monde. L'Académie d'Aix-en-Provence particulièrement, il a aussi l'opportunité de rencontrer des écrivains, des écrivaines, des metteurs en scène, des dramaturges, qu'on n'a pas normalement la possibilité de rencontrer quand on fait des formations dans le conservatoire ou dans l'université, le doctorat, etc. Mais aussi, on a des académies, on a des musiciens qui viennent. Le projet que moi je fais avec, c'est un exemple qui vient pas nécessairement de musique classique contemporaine. Donc c'est aussi une opportunité de rencontrer des musiciens qu'on ne va pas nécessairement rencontrer dans les formations musique contemporaine, musique classique de conservatoire. Après, souvent, ça qui est aussi beau dans les académies, c'est que c'est des périodes courtes, donc on a plein de surprises. Et souvent, on rencontre des gens, on ne sait pas comment ça évolue plus tard, et peut-être 5 ans, 6 ans plus tard, on découvre que ça peut être une très très bonne relation, qu'on ne pouvait pas vraiment envisager quel projet on va faire ensemble et quel monde ça peut ouvrir. Donc pour moi, toujours le côté académique, c'était ça, c'est toujours la découverte par rapport aux formations qui est plutôt linéaire qu'on a dans les conservatoires, avec des profs qui sont très importants, mais un peu plus linéaire. Voilà. Alors, pour continuer sur cette question, pourriez-vous nous dire, Maïswater et Tania Glinster, ce que vous attendez finalement de cette plateforme qui est une résidence de composition avec ses rencontres et qui est très différente, par exemple, d'une résidence d'écriture où, alors là, c'est le temps long du travail de composition qui se fait. Donc, just continuing on this topic, could you, Walter and Tania Glinster, share what you expect from a composition residency like the one of the Festival d'Aix, which differs significantly from long-term compositional writing residencies? So maybe Tania? On peut faire la traduction en anglais de la personne qui a parlé juste après. Oh. Je peux essayer. I'm not English, so please be nice. So Sivan just said that she agreed totally with what Unsuk had just said about the differences between a long-term and a short-term residency and short-term training. So Sivan was also studied at the Academy when Bernard Faucroul directed the festival, and what appealed to her was the diversity between different formations. For example, she had the chance to meet with writers and playwrights, those kind of people that you don't actually meet in conservatories. So academies are very important and relevant for that. It also allowed musicians from different backgrounds to meet, from classical to contemporary backgrounds that are people that don't always meet within the frame of conservatories.
Also, what was also interesting is that academies are led during a short periods, and what's really interesting is that 5 or 6 years later, still a good relationship that were born during these academies can lead to more and more discoveries. So what you learn in academies is less linear, and maybe it kind of infuses in some way. C'était ça que tu voulais dire à peu près. Merci. Merci beaucoup. Okay, I'm now directly answering your question. Hello, good morning. For me, it's also a big honor to be here at the festival at the residency. I think for me, the expectations I had, we knew that Unsuk Chin would be here and, to apply, also to have lessons with her. So it's a big honor to have this chance. And the other thing is just, it's 2 weeks or almost 2 weeks and not long term, as you said. So it's more about inspiration, to meet for 2 weeks new people, new colleagues. I have wonderful 5 colleagues here, and they're so different in their own style and in their way and their whole personality. And for me, it's just really refreshing for my own work to see different styles, to see different approaches to music and totally different ways of thinking. And it's something totally different than with long-term colleagues. You get to know each other and then you try to support each other in a long term. But here you get fresh inputs and you can just reflect what it's doing with you and your own work. And I think this is the main point for myself. And the other thing is, to have this possibility in 2 weeks to visit these different concerts and productions and also get totally different input in the classical music, the Don Giovanni, how are all the people here dealing with music and with different approaches. Donc Tania dit que c'est pour elle aussi un honneur d'être là et un bonheur d'être là. Savoir que Unsuk Chin serait présente, c'était déjà quelque chose de formidable. Être candidaté, être retenu, c'est déjà un honneur en soi. Voilà, ça fait déjà 2 semaines et ça a été une inspiration sans fin. Évidemment, les approches sont différentes et l'approche que l'on a dans une académie, c'est une approche particulièrement rafraîchissante puisqu'on a quelque chose de frais, quelque chose de direct sur notre travail, quelque chose qui vient refléter directement ce qu'on a fait jusque-là. Et puis, c'est 2 semaines dans lesquelles on est également immergé dans les concerts, dans les productions, dans tout ce qui fait le festival, et notamment le Don Giovanni, vu la semaine dernière. Would you like to pick up on this? Oui, je parle en français ou en anglais? Oh, in English. Okay, I think it will be okay. Okay. Yeah, just very briefly, in complete agreement with Tanya. Also, maybe one thing further, it's a bit of it's a dense experience. Sometimes feels like a bit of a pilgrimage when you compose and you're alone so often. To come and be able to see all of these operas and the programmation of the festival and just soak it up, and that feeds you for quite a long time, actually, the conversations and what you hear and what you see. Donc Max est totalement en accord avec Tania, il parle d'une expérience très dense et même d'un pèlerinage, le terme est très beau. Donc évidemment l'idée de tout absorber de ce festival, de venir s'immerger, de se plonger donc dans des discussions, voilà ce qu'apporte tout particulièrement cette académie. And Unsuk Chin, could you tell us the way you approach this residency as a mentor to help the young composers to find a way to define their own ideas, their own compositional ideas, and so on? Oh, that's a very difficult question. I was already involved in selecting these 6 composers, and I wanted to have a colorful selection. So all 6 composers are very different from Austria and America, and also from Peru. So different nationalities, and also the music are very, very different. So I wanted to know what each composer wants. It's very difficult. So
what is the musical vision of each composer is, because it is very different. For example, Tanya is not only composer, also the wonderful singer and also conductor. So she has her vision. And then, for example, Claudia she's here, so from Peru. She has completely different musical background. Also in the society, the Peruvian society is surely very different from Austria or America. So it was very interesting for me to know how this composer, what reason they decided to become a composer, and then what kind of path, musical path they are planning, and I wanted to help them a little. Donc, on demandait à Unsuk comment elle avait approché cette résidence en tant que mentor, donc comment accompagner, aider les compositeurs à défendre leurs idées. Donc, Unsuk était déjà très impliquée donc, dans la sélection de ces 6 compositeurs et compositrices, qui est une sélection très colorée. Donc très colorée déjà en termes de nationalité, puisqu'on retrouve des gens venus d'Autriche, d'Amérique, du Pérou, mais aussi donc musicalement. C'était important pour elle de savoir d'où venait donc chaque compositeur, chaque compositrice géographiquement, mais pas seulement. Par exemple, Tania est compositrice, mais elle chante. C'est également une chef, donc elle a un background très varié. Et Claudia, qui vient du Pérou et qui est quelque part là dans la salle, a aussi une approche musicale complètement différente. Donc c'était très intéressant de comprendre ces compositeurs, de comprendre leur motivation et de comprendre leur passé pour les accompagner dans leur processus de création. Alors, nous avons également la chance donc d'avoir Janis Susskind qui est là, qui est éditrice de chez Boulez & Hawkes. Et donc je me tourne vers vous, Janis Susskind, pour vous demander un peu à quel moment est-ce que vous intervenez dans le parcours des compositeurs. Donc, Janis Susskind, could you tell us at what point do you typically become involved in a composer's journey? Good morning, everyone. I'm pleased to be the only non-composer on the panel today. Try to give you another perspective. I think maybe to answer that question, I might start with the story about how Unsuk and Boulez & Hawkes started to cooperate, which was 30 years ago. It was actually another composer. It was George Benjamin conducting a piece by Unsuk in London that gave us the chance to spot this extraordinary talent quite early. So it was, once again, it was this comradeship between composers, taking an interest in each other and helping each other, that was an absolute key step for us. We were then in touch with Unsuk, once again, also through our Berlin office, because she was living in Germany there then, and to understand her goals, her vision, where she wanted to go. I would say that do you want to translate that first? And then okay. I'll go on Okay. a bit. Okay. Thank you so much for thinking of me. Donc Janis Susskind, qui est éditrice et qui est donc ravie d'être la seule non-compositrice à être présente à cette table et qui espère qu'elle apportera à moi une perspective intéressante. Son amitié avec Unsuk remonte à 13 ans. Et donc à la rencontre avec un autre compositeur, George Benjamin, à Londres. Donc une rencontre entre compositeurs qui apprennent à se connaître, qui restent en contact et qui ont communiqué notamment lors de séjour à Berlin, mais autour de son travail à Berlin, partager donc leur but, leur vision, et c'est quelque chose qui est assez émouvant, assez magnifique à observer. I think what was for us one of the most interesting points, I mean, I should just say more generally, as a publisher, we are also looking for lots of colors, just as Unsuk was talking about. We want diversity of background, outlook, musical language, nationality. We don't pursue one path. We have quite a broad spectrum because publishers live by the volume of performances that happen. So it doesn't work for a publisher to have a lot of premieres and no deuxièmes and troisièmes and so forth. So we have to take a long view. It can take 20 years to get to that volume, but we have to feel great faith and confidence from the beginning that there is a good chance that our help
in finding partners, to commission works, to create opportunities for composers, to open up performance opportunities. We have to believe, l'équipe internationale, that the international team has to believe that that potential is there. And here we are 30 years later. I'm glad we made the right judgment. Thank you. Alors déjà, effectivement, j'ai mal jugé de l'âge de cette amitié. C'était pas 13 ans, c'était 30 ans. J'ai mal entendu, pardon. Donc évidemment, le plus intéressant en tant qu'éditrice, c'est cette question de la couleur, dit Jeannette, donc la diversité des nationalités et des langages musicaux. Donc on se retrouve à éditer et donc de pouvoir construire une perspective assez large entre les compositeurs, mais aussi chez les compositeurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on a envie d'établir des relations à long terme. On n'a pas envie d'éditer un compositeur, une compositrice une fois et que après ce one hit wonder, en fait, on n'y revienne pas. Donc l'idée, c'est de trouver des potentiels, de les repérer et de croire à ce potentiel. Et c'est comme ça qu'on construit des relations. Donc non pas de 13 ans, mais de 30 ans. I'd just like to add one other comment thinking about it. Thinking of the question of training, when Unsuk and I first met, I learned that she was, I would say, recovering from having studied with Ligeti. Because c'était dur. Oui? It was a difficult experience, but it was also, I think, something that formed you, but nonetheless that you had to move beyond. And I think one of the things that struck me always about you, Unsuk, is that you are highly independent. You have to take your own path. You've listened to training, you've absorbed things, but ultimately you know where you're going. And that certainty is, once again, something that a publisher looks for. Oui, et puis pour rebondir sur la question en tout cas de l'entraînement ou de la pratique musicale, lorsque Janet a rencontré Unsuk, elle sortait donc d'un enseignement de longue haleine avec Ligeti et je voyais que ça avait été une expérience donc difficile mais formatrice, et c'est certainement donc l'indépendance d'Unsuk Chin qui l'a entre guillemets sauvée ou qui a fait qu'elle a pu garder son individualité. Oui, alors j'avais encore une question pour vous, puisque vous avez parlé de ces enjeux présents dans votre travail. Il y en a un qui me semble difficile à ne pas souligner quand on parle d'édition, c'est qu'il y a toujours la question de la prise de risque commerciale finalement qui entre en question avec évidemment l'intérêt que vous pouvez trouver chez les compositeurs ou compositrices que vous rencontrez. How would you describe the question of commercial risk, but also the issues such as the issues you can meet when you're confronted with a composer you would like to edit, but there's always a question on this. I imagine. So. You're correct. I mean, look, because publishing is a commercial business, there is a requirement to make a profit. Our model has always been to use the earnings we have from our magnificent 20th century catalog, which includes Stravinsky and others, to help us invest in the new talent. So the model is to take risk on living composers, but not too many. And this is actually how we control the risk, which is that at any given time, we don't overcommit ourselves. We want to be able to look after our composers very individually and very well. And if we take on too many, the risk grows, the potential commercial impact grows, and we also just don't serve our composers well enough. So that's the way. Excusez-moi, j'ai eu un blank. Donc, Janis Susskind expliquait qu'il y a forcément une question de prise de risque et que l'enjeu est de pouvoir, évidemment, prendre ce risque avec des compositeurs contemporains, que c'est un risque qui est contrôlé, justement, en suivant vraiment de manière extrêmement fine les compositeurs qu'ils choisissent de soutenir. Donc il y a vraiment un soutien qui vient avec cette prise de risque qui est évidemment très contrôlée parce qu'on ne peut pas prendre trop de risques quand on édite la musique contemporaine. Alors je voudrais me tourner vers vous, Sivan Eldar, pour vous demander un petit peu justement, puisque
vous êtes justement, vous avez créé récemment cet opéra, donc ce travail de création implique un travail avec de l'édition, évidemment. Et je voulais vous demander comment se déroule finalement le travail lors d'une création comme celle de Nigel Dear entre l'écriture en amont, puis ce qui change au plateau, et enfin le travail éditorial. Y a-t-il une première version du travail édité, puis une version finale qui sera retravaillée derrière? So could you describe the process during a creation like the Nigel Dear, from the initial writing phase to rehearsals, to editorial work? Is there an edited working version followed by a final version? Or is all the music fixed once and for all? Ce que je ne pense pas. Could you ask? Sure. So this it's an unusual project because it really mixes this idea of writing materials in advance, but also travail sur le plateau, as we say in French, right? So this idea of theater and opera. So doing some of the materials in real time with the musicians and the director and the writers. Because of that, it did not follow the traditional, quote unquote, because honestly, opera nowadays there are many definitions of what opera is and what it can be. But the known format of we commission a writer to write libretto, the composer writes the score, finishes that, let's say, a certain amount of time in advance, so the publisher can then do the engraving. I write by hand, so I still have the relationship with my publisher, where they engrave the work, and then, of course, creating the parts and so on. However, there is a score, and it's more or less. Every composer is different. I don't make a lot of revisions afterwards. The revisions that I make are during the rehearsals, but I don't usually change structural things. And for this project, we have a score that was really tailored for each of the musicians. And in that sense, it's complete. And I was working very closely with my publisher, which is Édition Durand, so with Universal Music, in a way that was much more reactive than usual. Again, normally, I don't know how it is with Boozy and Hawks. I imagine it's somewhat similar. The composer finishes the score, and then, if the score is written by hand, the process would begin where there's an interaction with the engraver. Here we were working very closely with the engraver scene by scene so that I can give it to the musicians, I can get feedback. So it was a very interactive process. But again, at the end of this now we have a score. It's just that there are certain elements for certain musicians. The musicians who are classically trained, their parts are very detailed and fully engraved. The musicians who are more improvisers, there'll be more gestures or more parts that are text-based, but it's still all in the score, and so the score is published, in that sense, in a traditional way, by the publisher, and again, in interaction with them. Hope I answered your question. Donc évidemment, c'était un projet inhabituel de Nigel Dear, c'est-à-dire qu'on n'a pas procédé à une écriture en avance, on a procédé à une écriture, ce qu'on appelle une écriture de plateau, c'est-à-dire avec les musiciens, en relation avec le metteur en scène, avec les chanteurs. Donc le format habituel, bien sûr, normalement, c'est ça s'établit un certain temps en avance, on a un livret, puis le compositeur écrit sa partition, en général à la main, et puis après, donc la partition sera gravée puis éditée. Alors moi, je travaille avec les éditions Durand, en général, et sur ce projet. Il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui fait peu de révisions, je n'opère pas de changement structurel, mais ici, il s'agissait vraiment d'un travail de sur-mesure. Donc ce travail, évidemment, la maison d'édition a été très réactive, peut-être plus que d'habitude, sans doute parce que on n'était pas dans un processus normal. On écrit scène après scène, la partition donc s'écrit, il y a une partie d'improvisation, mais le produit final donc sera là après les représentations, si j'ai bien compris. Yes. One thing that might be interesting also for the composers who are here is the process of working in workshops, because I think with the publishers, this is not something that is really built into the process. Again, for those composers who write by hand and need this help of engraving and making parts. And this has been an interesting learning process, because this project was developed over workshops over a period of about 2 years. And some of them, of course, because I could not harass my publisher all the time to make materials that will not be final, in the final score. So at the beginning, of course, I had to do the work of the publisher to some extent for these workshops. And then as we were getting into the final ones,
it was a way also for them to understand, and for me to understand exactly what this project is. But I think I will have to say for the publisher, there is quite a bit of risk-taking in understanding this model because it's not the traditional model, and I think there was more time spent with the engraver than normally there would be. So I think this is a project that's quite unusual and maybe a bit more complex in that sense. Could I respond to that, maybe? Yes. Quickly. Maybe just wait for the translation. Juste, a bit. alors, en plus, parce que je ne suis pas certaine d'avoir bien compris, donc comme ça, je suis ravie, j'en profite. Ça commence à devenir un petit peu technique. Donc, effectivement, de ce que j'ai compris, certains compositeurs vont directement graver leur partition. Donc, ce n'est pas votre cas, Sivan Eldar. Donc, vous m'avez parlé d'un atelier de 2 ans qui était sur cet opéra ou sur cet opéra précisément. Donc, évidemment, pendant 2 ans, c'était pas forcément possible de harceler son éditeur avec des questions sur chaque étape de la composition et de faire donc ce travail de soi-même sans forcément passer par les éditeurs à chaque étape de l'écriture. Donc c'était un travail vraiment différent de ce qu'un compositeur peut faire d'habitude, de ce qu'on imagine, et une grande prise de risque. Donc encore une fois, pas le modèle traditionnel. Il y a une question qui se pose, qui est celle du graveur, évidemment, que vous évoquiez, Sivan Eldar, et du temps qu'on peut demander au graveur, donc la personne qui va s'occuper de saisir la musique, puisque c'est l'enjeu qui était aussi souligné. Et donc, évidemment, on ne peut pas demander un temps considérable à chaque fois lorsqu'il s'agit de retravailler la partition, puisque dans la musique contemporaine, en plus, on a beaucoup de signes spécifiques qui posent un certain nombre de difficultés dans la saisie même. Donc, je vous laisse. Just to say that we also have had experience of composers who have chosen to have workshops. That's usually when the commissioning organization has the resources to fund those, and that's not always the case. It's more often for us in the case of opera, where the dramaturgy particularly can benefit, for instance, from an early reading of the libretto to make sure the dramatic shape is right. And then sometimes singer workshops. I've known at the Royal Opera House, for instance, with a recent Mark Anthony Turnage opera, they had, during COVID already, some rehearsals or some read-throughs with piano and singers, not all of whom were going to be in the final production. But this helped the composer to just fix the direction. Yes, in one way it can add to cost for the publisher, but in another way it reduces risk if it results in a better outcome. So that once again there's a balance. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est effectivement la mise en place de ces ateliers pour les compositeurs qui les aident donc à pousser leur projet, qui disposent donc il faut disposer de ressources pour les financer, ces ateliers. Donc, dans le cas de l'opéra, il y a quand même la question de la dramaturgie, c'est-à-dire que concrètement, on peut, première étape, lire le livret, essayer de voir si l'opéra va tenir la route, mais parfois, donc, on est avec des matériaux différents. Le Covid a été un bon exemple de ça, c'est-à-dire qu'on a pu opérer des lectures avec piano, etc., donc faire un petit peu ce travail qui normalement est plutôt fait pendant des ateliers quand on ne savait pas exactement quand aurait lieu la représentation. Ce sont évidemment des dispositifs qui aident les compositeurs et qui comportent des coûts pour les éditeurs, mais qui en même temps permettent de réduire les risques d'une production. Donc ce sont des situations particulières avec des enjeux, mais aussi des bénéfices réels. Alors, j'aimerais à présent qu'on se questionne sur la spécificité, puisqu'on est au Festival d'Aix et que c'est un festival d'opéra essentiellement, et que l'on questionne donc la spécificité de l'opéra dans le parcours d'un compositeur, puisque Janis Susskind vient de l'évoquer, la question de l'opéra a aussi des enjeux, disons, éditoriaux spécifiques. Et donc, il faut une certaine notoriété pour obtenir une commande d'opéra, parce que les moyens mobilisés sont très importants. Et donc, je voudrais qu'on se pose la question de l'importance de l'opéra dans un parcours de composition. Donc, I was saying that I'd like to focus on the specificity of opera in a composer's career. A certain level of recognition, of legitimacy is needed to get an opera commission, given the significant resources involved. So I would like to ask,
ask you to explain how you approach composing your first opera, how you describe how this had shaped your career path, maybe also maybe Unsuk Chin first. I think opera business, opera world is quite different. I think everything is moving slower. So my first opera was originally commissioned by Los Angeles Opera House with Kent Nagano. And then the commission came to Munich, so it was premiered in 2007 with Bayerische Staatsoper. And the approach to Alice in Wonderland, it was quite different to my second opera. Of course, Alice in Wonderland, we know all very well this story, and I was very much interested in this story because György Ligeti was very much interested, and he introduced us this story because the story is on the surface is like fairy tales, but if you are going deeper, you can find many interesting things and many relationship to many other things, mathematics and psychology and philosophy and so on. So therefore, it was very interesting. So I wanted to compose Alice in Wonderland opera, but I knew at that time Ligeti was planning to do this opera. So I was looking for other stories, but I couldn't find any other interesting story. So I sent a kind of spy to Ligeti, and then tried to find out how far he was with his working. And then he said, "Oh, I'm too old, and I don't have the librettis, and I'm very far from the whole the finished opera." So at that moment, I took this story for myself, and this story. If you have a finished story, it is much easier. So I took several scenes which were very interesting, and then compose the collection of the scene. And then the Alice story, it doesn't have any real story. It is a collection of the situations and very interesting states of emotion. So it was and the musical style. I decided to go a different way than for all my orchestra and ensemble pieces, because this story is very special. So I decided to go a way between contemporary opera and musical. So this music is very easy to understand, but if you go deeper, you can find many complexities in the texture. So yeah. Maybe just. Effectivement. Donc, la première expérience d'Unsuk avec l'opéra, donc c'était une commande du Los Angeles avec le Bayerische Staatsoper, donc par Kettler en 2007. Donc ça avait été une expérience assez classique pour l'opéra. La deuxième, alors avec Alice in Wonderland, ça a été un peu plus compliqué, mais passionnant en même temps. Donc évidemment, tout le monde connaît bien Alice in Wonderland, tout le monde adore et tout le monde est intéressé par Alice in Wonderland. Et Ligeti était malheureusement très intéressée par cette histoire aussi, ce qui embêtait un petit peu Unsuk. Donc effectivement, elle était très intéressée par cette histoire qui ressemble à un conte de fées à la surface, mais si on creuse un petit peu, à plein de thématiques adultes, psychologiques assez profondes. Donc Unsuk savait que Ligeti avait prévu de faire son Alice, ou en tout cas y penser. Donc elle a même engagé un espion
pour savoir ce qu'il en était et à quel point le processus de composition avait avancé. Et puis finalement, la conclusion, c'était que Ligeti se sentait trop vieux pour s'attaquer à cette histoire, qu'il n'avait pas de livret, donc qu'il n'avait pas trop avancé. Et à partir de là, donc Unsuk a décidé de s'y mettre et ça a été plus facile. Donc l'idée, c'était évidemment de travailler sur les scènes et sur cette collection de scènes d'Alice au Pays des Merveilles, parce que ce qui est quand même intéressant dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a vraiment que des situations dans Alice au Pays des Merveilles, des situations qui suscitent des émotions, des impressions, donc il fallait davantage partir de ça. Et à partir de ça, il s'est vite imposé qu'il faudrait utiliser des styles musicaux assez différents, donc un style musical ici qui se situe quelque part entre l'opéra et la comédie musicale, ce qui reflète bien le dialogue entre la facilité, la légèreté et la complexité qu'on trouve dans ce texte. Sivan Eldar, peut-être pourriez-vous revenir sur, de la même manière, l'importance qu'a pu avoir pour vous, déjà Like Flesh, le premier opéra, et en comparaison finalement, ou disons dans un deuxième temps, le processus créateur très différent qui a été celui de Nigel Dear, avec un ensemble justement d'ateliers qui ont permis de faire advenir cet opéra-là. Donc, could you explain us the significance of your first opera in your career path, Like Flesh, and then explain the very different creative process you follow with the Nigel Dear, which was punctuated with many workshops. So. Yes. It's true that I think there's this idea that an opera is maybe the highest form, quote unquote, of something that we can aspire to in composition. But I have to say that this was not my image of that. And I did not have the experience of just saying, okay, I want to write an opera and this is it, and let me try and find the way to do it. For me, it's more about the relation between the people that I meet and how, like I said in the beginning, how that evolves into a project that I dream of doing together with them. And of course, opera is that, right? An opera is a collaboration between many different artists. That's the beauty of opera and what's special compared to just sitting in a room. And of course, any piece is a collaboration with the musicians. It's not finished until we work with them. But an opera for me is really this collaborative form. And so for me, the writing Like Flesh, which is the first opera I did, was coming out of an encounter that I had here as a student in the academy with a writer called Cordelia Lynn, a playwright. And we didn't all say, let's write an opera. We did quite a few collaborations together over a period of 5-6 years. And for me, it was also, and I think for her as well, it was a way to find a common language, first of all, and also to understand how we can communicate. How do you say to someone, I don't like that, but why? And what do I do like? Because sometimes it's very easy to know what we don't want, but very hard to know what we do want. Especially when you're collaborating with a writer, because that's maybe the most fragile relationship often in opera. So I was definitely not coming from this model that we sometimes see of, someone is imposing a theme or a writer, and then I will just take that and write the music. So it's different for each person, but we started with experimentations. We did one piece for just voice, electronics, where she wrote the text. Then we did a choral piece, then we did a chamber piece. And then we felt ready to do what we call an opera, which again for us meant a situation where we would have a much longer amount of time for the collaboration, where we can really invest the time of the musical research. This was specifically with IRCAM in Paris. And the ability to really work with musicians in a way that they would really embody the music, right? Which is, again, what I see as the final result of opera. And that was a very beautiful experience. And I should also say that after that premiere, which was in 2022, I knew that I would work again with Cordelia, with this writer. But I also knew that I had to do something completely different within this world of collaboration. So this project, The Nine Jewel Deer, is still an opera, but it couldn't be more different, right? And that's also the beauty of what these collaborations can be. And it's with a different group of collaborators, so in this case with Peter Sellers, Ganave Doraiswamy, and Lauren Groff,
And of course, the collaborators you work with define the process of what it's going to be like. And therefore, we developed it, unlike the first opera, really in workshops over multiple years. We did not have the privilege of doing, to some extent, what I did with Cordelia, which was to start with a small piece and then a bigger piece, which I think is really helpful for composers who are starting with their first opera. But I still build that in to some extent. With Ganavia, we did one piece for choir, and that was, again, our way to understand how we can work together in this context, which was new for both of us because we had not worked together before. So I hope that answers the question. But I guess I also, maybe it's worth mentioning, I came to opera more from working in theater and dance, and learning that one of the things that are really interesting for me musically is this type of collaboration, and the ability to have dialogue with other artists. I don't think that's true for every composer, and I think every composer comes to opera in a different way. Alors, donc, ce qui est... Certaines personnes vont considérer l'opéra comme la forme supérieure, la forme suprême d'art ou de composition, en gros le plus haut niveau. C'est pas exactement la vision de Sivan, c'est pas exactement son expérience. La question, c'est vraiment la relation aux personnes et le fait de porter un projet artistique, d'être sur une collaboration artistique. Donc c'était le cas avec Cordelia que Sivan a rencontré ici à l'Académie. Donc l'idée, c'est pas ce qui est bien quand on fait un opéra, c'est qu'on ne s'assoit pas tout seul dans un coin pour écrire, même si à un moment il va bien falloir le faire. Mais pour Like Flesh, c'était cette idée. Donc on savait qu'on collaborerait ensemble. Voilà, Cordelia avait écrit une pièce de théâtre. Au bout de 5-6 ans, on s'est vraiment dit, mais il faudrait qu'on fasse un opéra. Et l'idée, c'était de trouver un langage commun, d'arriver à communiquer sur ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et donc de ne pas forcément être dans ce modèle imposant du livret et du texte qu'on met en musique, on écrit sur. Donc c'est une expérience qui est évidemment différente pour la plupart des musiciens, mais c'est en tout cas l'expérience de Sivan. Donc voilà, elles ont travaillé sur plusieurs pièces avec Cordelia, donc pour la voix, une pièce chorale, une pièce de musique de chambre, donc ce qui a permis de construire une vraie collaboration dans le temps et de comprendre ce qu'elle pourrait faire avec Like Flesh. Notamment, donc il y a eu une grande partie recherche musicale avec le laboratoire de l'IRCAM, et l'idée de trouver des musiciens qui incarneraient la musique, qui ne seraient pas seulement des exécutants. Donc c'était une très très belle expérience que Like Flesh, que Sivan donc a monté avec Cordelia et qui a connu sa première en 2022. Ici, donc The Nine Jewel Deer, c'est vraiment un autre projet, donc monté avec le metteur en scène Peter Sellars, avec Gavania Guvasamy, Ganavia Doraiswamy. Ganavia Doraiswamy, pardon. Et donc Lauren Droff, qui a été donc montée au fil de plusieurs ateliers de multiples. Alors il n'y a pas eu d'atelier comme justement sur le travail précédent, mais en tout cas il y a eu cette espèce de collaboration qui sans aboutir à la création de pièces comme ça avait été le cas avec Cordelia, a quand même abouti à une petite pièce pour chœur par exemple avec Ganavia. Donc d'une certaine façon, l'idée c'était donc de créer quelque chose dans un contexte nouveau. L'expérience également de Sivan, c'est que elle est venue à l'opéra par son intérêt pour le théâtre et pour la danse, et parce que ce sont des femmes qui vont musicalement l'intéresser, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les compositeurs, j'espère. Alors, je voudrais vous demander maintenant, Maïs Walter et Tania Glissner, eh bien, quelle place, quel sens vous donnez à la composition d'un opéra? Comment vous vous positionnez par rapport à cela? À quel moment est-ce que cela peut venir dans une carrière? Est-ce que la rencontre avec un librettiste est quelque chose d'attendu, ou alors parce que voilà, c'est ce qu'évoquait également Sivan Eldar, il y a cette question du livret, et puis il y a la question d'arriver progressivement à des pièces peut-être plus importantes dans la relation texte-musique. So, could you explain us the way you imagine the relation, the way you envision composing an opera today, and the importance of meet a librettist, and also the way you approached the question of composing pieces with an important text-music relationship. Text-music relationship. Oui, je veux bien écrire opéra, c'est pourquoi je suis venu en Europe en fait.
Il y a beaucoup des opportunités aujourd'hui, je pense, de faire l'opéra dans des étages. C'est difficile, bien sûr, comme jeune compositeur, de faire un grand opéra tout d'un coup, mais yeah, we can't decide when we meet the librettist who's right. I have a playwright friend who I've been friends with for very many years, and we talk about opera a lot. But I think it's very difficult to find a librettist. It's very difficult to find people who care very deeply about text today, who also care very deeply about opera. It's not something that's part of everybody's education, especially not in the States, I think, but even here. Yeah, I don't know if anybody has advice about how to meet librettists. I don't think I'm the one who should be speaking on the stage about when you meet your librettist. I hope I get to work with many people throughout. Maybe could we have the answer of Tanya? Then you could pick up on this. Finally, when I was last year here at Aix-en-Provence, it was with 15 scholars of a scholarship of Music Theatre Academy of the German Foundation. And that's also why I composed my first chamber opera, because this program has the goal that 15 people of different disciplines of music theatre just meet each other and talk over 2 years and go to different festivals and then try to create 3 miniatures of opera. And so I already had the chance to get a bit closer to this process. But in the meantime, I also composed a small operette. Just because of this long process with one librettist, she really got my way of thinking. We had the chance to talk 2 years before the premiere. We got the chance to know each other, and she really formed a story, even if she comes more from a film background, to really form a story which really fit my musical aesthetics. But in the meantime, I also composed the operetta with a librettist. We were a bit in a rush, and she tried to write rhymes, and it's really, I tried to do something with it, but it actually did go a bit against my musical approach. So I had the chance to know how it feels to work with a librettist really close together, and it works out really well, and in the same time, maybe not, but it was interesting nevertheless. Alors, donc du point de vue de Miles, donc effectivement, Miles adore l'opéra, c'est pour ça qu'il est en Europe et il espère arriver à en composer. L'idée, c'est évidemment d'arriver à trouver le bon librettiste, la bonne librettiste. Donc, il a un très bon ami dramaturge, mais il ne sait pas si ça pourra aboutir à une collaboration. L'important, c'est de trouver quelqu'un donc, qui s'intéresse et au texte et à l'opéra, et c'est peut-être pas si fréquent de rencontrer quelqu'un qui a cette sensibilité, ou en tout cas aux États-Unis, Miles est ouvert à tous vos conseils et recommandations, donc n'hésitez pas à venir lui en parler. Concernant Tanya, donc pas plus tard que l'année dernière, Tanya a fait l'expérience donc grâce à une bourse donnée par une fondation allemande de travailler sur un projet avec 15 personnes de 2 ans, donc pour essayer donc d'apprendre à écrire, à composer en communauté. Donc c'est quelque chose qui l'a beaucoup intéressée, c'est quelque chose qu'elle a voulu, qu'elle aimerait arriver à pousser. Donc elle a réussi même à voir ce que c'était donc ce processus d'écrire un petit opéra avec un librettiste avec qui elle avait pris contact donc pour 2 ans avant la première, donc quelqu'un qui vient d'un milieu, d'un background différent, qui écrit sous la pression, qui n'est pas du tout dans le même rapport à l'écriture que peut l'être un compositeur. Donc travailler dans cette proximité-là, c'est aussi quelque chose, c'est aussi une expérience qui est intéressante en tant que musicien, parce que c'est pas du tout la même forme de travail, si j'ai bien compris. I just wanted to add, because the scholarship was a cooperation with Ensemble Moderne and the Frankfurt Lab, and so the premiere was there. And actually, because of this, I'm just really happy to have this experience, because how do I deal in the real situation then with maybe
not coming together, or maybe coming together. Okay, I just said this primo was a cooperation with Ensemble Moderne in Frankfurt, and actually for me it's really important to have maybe as a young composer the chance to try this kind of process for the first time, how to work with a librettist and how it works out with a, yeah. Oui, donc c'était important pour vous, donc, durant ce temps de travail à Francfort, de pouvoir expérimenter pour la première fois ce travail d'écriture et ce travail en collaboration, en particulier avec un librettiste, et de pouvoir le faire pour la première fois. Alors, you just wanted to pick up on this, I think. I profit of the time to ask to you if there are specific challenges of publishing opera, because I think it's a question quite maybe a big question for this particular time in our discussion, but we can maybe tell something about this. Well, I think the first answer to your question is that there are not that many opportunities for composers to write opera. There's not the resource within opera companies to commission. Even major opera companies are often commissioning, if they're lucky, once every 2 years, one opera. So it's not like it was in the day of Verdi, where he could write lots of them and really hone his craft. So I would very much support the idea of starting with chamber opera, if you can, because it's also, frankly, it's a genre that still doesn't have enough wholly successful pieces in it. And if you can actually get it right, there is plenty of opportunity and appetite to present those. I would just come back. I think the librettist, from my perspective, matchmaking between a librettist and a composer is still the single biggest problem. I'm aware of some programs, including in the States, that aim to be matchmaking between writers and composers. I don't know how wholly successful they have been, but it's worth trying that. But there are a few go-to librettists in America, as we know, that do almost everything. And we need more plurality for that. I would also say that the extra challenge is that the librettist does need to be flexible. And if the librettist comes as a playwright who's used to writing their play and having it preserved, in fact, it's not going to work. To a certain extent, they have to be willing to be subservient to the composer, and that doesn't suit many writers. You need a high degree of pragmatism. All you have to do is read the correspondence between Richard Strauss and Hofmannsthal to know how uncomfortable this process can be. And he wasn't hugely flexible, but Strauss tended to get his way. So I would just say that's an area in which I think even workshops may be able to help, to find the composers who actually think it's a métier. I mean, the text writers who believe it could be a métier, as opposed to just something that they do on the side. Maybe film script writers is part of the answer. Alors, des conseils très constructifs de Janet, effectivement, sur la question que posait Miles sur les librettistes. Donc, effectivement, les opportunités de composer des opéras sont assez rares. Il y a peu de commandes. Alors, premier conseil pour les compositeurs, compositrices, se lancer premièrement dans un opéra de chambre, donc d'un petit format. Il n'y a pas tant de pièces qui ont été composées là-dedans et qui ont eu un réel succès. Donc, c'est un vrai domaine à explorer et c'est un domaine qui est plus facile à financer. Et puis, évidemment, on pourrait imaginer une forme de matchmaking, enfin de mariage arrangé entre librettistes et compositeurs. C'est un vrai challenge d'écrire de la musique à partir d'un librettiste. Le librettiste doit apprendre en tout cas à se plier un peu aux musiciens et à pas uniquement se reposer sur sa seule écriture. C'est quelque chose de difficile. Il suffit de lire la correspondance entre Richard Strauss et Hofmannsthal pour comprendre que c'était pas si simple de composer ces opéras-là et de trouver des accords en fait autour de ça. C'est pour ça que pourquoi pas effectivement continuer à fonder des ateliers et pourquoi pas essayer de réfléchir à faire du fait d'être librettiste un vrai métier. C'est pas être un auteur simplement, c'est encore autre chose. Merci beaucoup en tout cas pour ces réponses passionnantes à la question. Voilà, là en plus on est vraiment au cœur de la question puisqu'il s'agit de penser quels sont les espaces qui permettent ces rencontres également pour trouver un librettiste, trouver cette relation entre un librettiste et son compositeur, ces rencontres qui permettent aussi de débuter peut-être des processus créateurs, de nourrir vraiment l'imaginaire et nourrir le travail entre les créateurs qui cherchent à
à produire de nouveaux opéras. Donc voilà, je vous remercie beaucoup pour l'ensemble de vos réponses à ces questions passionnantes de la place de la formation, de ces formats de résidence dans la carrière des compositeurs et la façon dont cela intervient dans vos chemins respectifs et la manière dont l'opéra vient également s'y greffer. Donc merci beaucoup à toutes et tous. Merci. Nous avons le temps pour 2 questions, s'il vous plaît, puisque le temps est compté, donc 2 questions. Oh oui, merci. Thank you. Adding something very pragmatic about the need for workshops anywhere in the world, but maybe I'm speaking for France, especially in France. Transversal workshops, including dance, music improvisation, dramaturgy, text, video, and stuff, so that people come out of their inner culture and can go through the other medias and try to share I would say, the esoteric of a new piece. I'm just adding that in France, Conservatoire in music, especially in the Supérieur in Paris, doesn't deal at all with musical dramaturgy or stage music. So we have to start from this point, is schools and trainings, including for text artists and librettists. That's all I wanted to say. Donc pour ajouter effectivement à cette question du pragmatisme, effectivement des ateliers de danse, de musique, de dramaturgie, même de vidéo, c'est quelque chose qui permet aux artistes de sortir de leur propre culture et de se confronter donc à d'autres médias, pourquoi pas de manière un peu ésotérique. Et il faut se rappeler quand même qu'en France, dans les conservatoires de musique, on n'a absolument aucun cours sur la dramaturgie, ou en tout cas sur le théâtre. Il faudrait déjà peut-être commencer là. C'est d'autant plus intéressant comme question que cela rejoint le tout début de ce que l'on disait, puisque les formations au conservatoire jusque dans les années 1950 étaient encore fortement tournées vers la production d'opéra. Et il y a eu un changement totalement après les années 50 où justement il a fallu trouver de nouveaux lieux et, comme ces résidences le permettent, pour trouver des connexions entre des librettistes, des compositeurs, pour trouver une nouvelle manière d'inventer l'opéra. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie à toutes et tous pour votre présence et je vous souhaite un très bon après-midi.